Alors ce soir, on est très, très heureux d'avoir parmi nous Madame Rose-Marie Charret, que plusieurs d'entre vous devez d'ailleurs déjà connaître par ses multiples apparitions à la télévision, dans les journaux et aussi dans les émissions de radio. C'est une psychologue clinicienne qui exerce la psychothérapie individuelle et en couple, en plus d'offrir plusieurs conférences à des organismes et aux entreprises. C'est la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec depuis 1998 déjà. Et elle fait, je pense que le travail qu'elle fait de vulgarisation et d'accessibilité à la psychologie et à la santé mentale est tout à fait en lien avec les activités qu'on a ici. Et c'est pour ça qu'on l'a invitée ce soir. On est très honorés de l'avoir avec nous. Merci beaucoup d'être là. À vous la parole. Merci beaucoup. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir de venir présenter cette conférence sur la solitude. Parce que moi, quand je donne une conférence, il y a plusieurs moments agréables. Celui de la préparer en est un. Et celui de la préparer, c'est un moment de réflexion. Alors, vous pouvez imaginer que si je prépare une conférence, je ne suis pas avec un groupe de personnes, je ne suis pas en train de jaser avec quelqu'un, je suis en train de préparer ma conférence. Je suis seule avec moi-même, avec mon papier, avec mon crayon, parce que moi, j'écris encore, des fois, avec un crayon, ça m'arrive, et je suis heureuse. Et pendant que je préparais cette conférence-là, je me disais, c'est justement de ça dont je veux leur parler. Que la solitude peut être souffrante, mais que la solitude aussi peut être heureuse, et qu'elle est même nécessaire. La plus belle image que j'aurais, c'est qu'il en va de la solitude comme du cholestérol. Si vous allez chez votre médecin, il va vous dire qu'il y a du bon et du mauvais cholestérol. Bien, la solitude, c'est ça. Il y a de la bonne et de la mauvaise solitude. L'être humain a besoin des autres. On est une espèce dépendante. Vous savez, le petit chat, le petit chien, ça ne prend pas grand temps avant qu'ils se nourrissent tout seuls. Le petit de l'humain, avant qu'il se fasse un sandwich tout seul, c'est long. Et donc, on a une dépendance physique avant qu'on soit capable d'être autonome physiquement. Et bien sûr, ça a un impact psychologique. Il y a un auteur, d'ailleurs, qui a intitulé un magnifique livre, dont le titre, c'est « La naissance psychologique de l'être humain ». L'être humain, ce n'est pas parce qu'il est venu au monde physiquement qu'il est venu au monde psychologiquement. Parce que quand on vient au monde physiquement, on est en fusion. On a l'impression que tout le monde est nous et qu'on est tout le monde. Et puis un jour, on prend une distance. Puis un jour, on se dit, « Hey, elle, là, c'est quelqu'un d'autre. Et moi, je suis quelqu'un d'autre. » Et donc, on est capable, à ce moment-là, d'avoir des relations avec les autres. Parce qu'on est capable de distance. Ça me permet de vous dire que autant on a besoin d'une relation pour être capable d'être seul éventuellement, autant on a besoin d'être seul pour avoir des relations de qualité. Ça va être, j'espère, l'essence du propos que je vais réussir à vous transmettre ce soir. Il y a toute une différence entre la solitude et l'isolement. On peut être isolé parce qu'on est tout seul sur une île, parce qu'on travaille dans le Nord, puis on est tout seul, puis on n'a pas de famille. Puis, on peut être isolé parce que là, dans une période de notre vie, à un moment donné, on n'a pas de réseau autour de nous. Mais la solitude, ça peut être une solitude qui a un élément de réalité, mais pas nécessairement. Il y en a peut-être parmi vous ce soir qui se sentent très seuls. Moi, là, si vous vous mettez tout à jaser ensemble puis que je continue à donner ma conférence, je vais me sentir très seule. Vous pouvez être dans un souper de famille, vous pouvez être dans un groupe d'amis, vous pouvez être dans une équipe de travail, puis être ou bien en train de parler de quelque chose, puis où on ne vous écoute pas, où on ne vous comprend pas, et vous pouvez avoir un profond sentiment de solitude. Vous pouvez être en couple
Il y a toute cette idéalisation du couple, que les gens qui sont en couple, eux autres, ils ne connaissent pas ça, la solitude. C'est faux. On peut être en couple et avoir des grands moments de solitude aussi. Parce que l'inverse de la solitude, c'est la communication. Puis la communication n'est pas toujours possible dans toutes les relations, même dans les relations où on s'aime beaucoup. Toutefois, il reste que même, il faut d'abord être en relation avec d'autres pour être capable de ressentir à un moment donné que les autres nous manquent. Quelqu'un qui n'a aucune relation a un sentiment de vide, mais il n'y a personne qui lui manque. Et que quelqu'un nous manque, c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un me manque, mais je suis habitée par quelqu'un. Vous savez que la meilleure façon de faire le deuil de quelqu'un, et quand je parle de faire le deuil, je ne parle pas juste de faire le deuil d'une personne parce qu'elle est décédée. Bien sûr, il y a ça aussi. Mais faire le deuil d'une relation, une rupture amoureuse, des enfants qui sont partis de la maison, un travail qu'on a quitté, un groupe d'amis qui s'est éloigné. Faire le deuil, c'est surtout pas essayer de se convaincre qu'on n'a rien perdu. C'est une chose que je trouve très, très triste dans les ruptures amoureuses, quand les gens tiennent des propos comme « j'ai perdu mon temps avec cette personne-là », puis là, leur meilleur ami qui dit « ah, t'as rien perdu, c'était pas un gars pour toi ou c'était pas une femme pour toi ». Faire le deuil, c'est contenir à l'intérieur de soi les bons souvenirs. Qu'est-ce qu'on a vécu de bon dans cette relation-là? Gardez ça. J'ai aimé, j'ai été aimé. J'ai énormément de peine que l'autre ne soit plus là parce qu'il est décédé, parce qu'il y a eu rupture. Ça n'empêche pas le droit d'avoir de la peine. Mais cette solitude-là peut être habitée. Habitée des souvenirs, habitée aussi de toute une pensée. La solitude peut s'habiter. Pour être en relation, il faut être capable d'être seul. Bon, une relation, c'est toujours la création d'un troisième territoire. Ce n'est pas juste vrai dans le couple, c'est vrai partout. Si j'entre en relation avec quelqu'un, puis que je ne suis pas en fusion avec cette personne-là, c'est-à-dire je considère qu'elle, c'est une personne, que moi, je suis une personne, puis entre nous deux, on va créer un territoire commun, des intérêts communs, un langage commun, des sentiments communs. On va créer un troisième territoire. Mais pour que ce troisième territoire-là existe, il faut les deux autres. Parce que si vous essayez de créer une relation avec quelqu'un, puis que comme disent plusieurs mauvaises chansons d'amour, c'est-à-dire ça peut être des bonnes chansons d'amour, mais c'est des mauvais messages psychologiques, je ne suis rien sans toi, puis je mourrais si tu n'étais pas là. D'abord, l'autre va s'en aller si vous dites ça. Fait que dites-les pas, c'est juste dans les chansons que, bon. Parce que dans une relation, on a aussi besoin de continuer à respirer. On a aussi besoin de continuer à être. Et on a aussi besoin d'avoir devant soi quelqu'un qui nous intéresse. Pour que l'autre avec qui je suis en relation soit intéressant, il faut que cette personne-là vive quelque chose en dehors de moi. Si toute sa vie dépend du fait que je la regarde, je finis par plus trouver trop d'intérêt. Donc, l'essence même d'une relation, c'est la capacité pour chacun d'être en dehors de la relation. La capacité pour chacun de se retrouver seul. Mais, à l'inverse, la capacité d'être seul, qu'est-ce qui fait qu'on est capable d'être seul sans en souffrir? Ça dépend de la qualité des relations. On est vraiment, si un enfant qui a été abandonné, qui n'a pas eu l'occasion de développer un attachement avec une personne, ou qui a eu vraiment des ruptures d'attachement significatives à répétition, cet enfant-là va grandir avec une hantise de la solitude. Parce que la solitude est équivalente à abandon.
La solitude est une situation traumatisante quand on est trop jeune pour la vivre. La solitude, c'est une situation traumatisante quand on n'a pas en tête que l'autre va revenir ou qu'il y a eu un autre. Parce que dans notre développement, ce qui se passe, c'est que, pour simplifier les choses, il y a du monde autour de nous, on est tout petits, ils nous aiment, ils ont l'air de nous aimer en tout cas, puis à un moment donné, on finit par dire « il m'aime, elle m'aime, je suis aimable ». Et donc, je peux me retrouver seule et être quelqu'un qui a de la valeur, même si l'autre n'est plus là. Mais il faut ces étapes-là. Il faut que le regard que l'autre a porté sur moi a été suffisamment intéressant, suffisamment chaleureux pour que quand l'autre n'est plus là, qu'il y ait de la chaleur à l'intérieur de moi aussi. Moi, je m'inquiète un peu du mode d'éducation actuel de nos enfants parce que on a maintenant moins d'enfants, on leur accorde plus d'attention, on est beaucoup plus préoccupé qu'on était auparavant par plusieurs choses, et tant mieux. Tant mieux, là, continuons à nous informer comme parents, comme grands-parents, pour donner le meilleur aux enfants. Mais peut-être qu'on serait rendu à une étape de faire un peu plus confiance à ce qui se passe en eux. Peut-être qu'on pourrait laisser un moment de vide dans leur samedi après-midi sans qu'ils soient tellement cédulés. Parce que les gens déclarent ça, ils disent que les enfants sont tellement cédulés qu'ils deviennent stressés, anxieux, fatigués. Oui, ça peut arriver, mais ça peut aussi arriver que ce soit des enfants qui ne savent pas comment habiter leur monde intérieur. Pour apprendre à habiter son monde intérieur, il faut, à un moment donné, cesser d'être stimulé de l'extérieur, cesser d'être interpellé tout le temps. Et ça s'apprend. Je regarde dans la salle, je trouve ça beau parce qu'il y a plusieurs groupes d'âge dans la salle, mais il y a des gens qui sont à peu près de ma génération. Vous devez, comme moi, avoir vécu l'époque où le samedi matin, votre mère disait « va jouer dehors, tu reviendras pour dîner ». Tu sais? Il n'y a pas trop de stress à savoir si à 11h15, on allait encore être occupé, puis tout ça. Ça a tout l'air que ça a quand même permis qu'on se développe, puis tout ça. Et loin de moi l'idée de dire qu'on ne stimule pas les enfants au niveau sportif, au niveau artistique, mais l'idée selon laquelle un enfant et un adulte, mais l'adulte, c'est un ancien enfant, ça. C'est un enfant qui a appris quelque chose puis qui est devenu grand, que lui arrive à construire quelque chose d'intéressant, s'intéresser par lui-même à quelque chose et aller jusqu'à s'intéresser à juste ce qui est en train de se passer en lui en ce moment. Être à rien faire puis penser, ça peut être le fun. Aller faire une marche tout seul, se laisser inspirer par qui on rencontre, ce qu'on voit, la nature et tout ça, ce n'est pas nécessairement quelque chose de malheureux. Ce l'est si, par nos expériences passées, on a vécu un tel vide, un tel rejet, que la solitude est associée à ça. Si on n'est pas capable d'être seul, généralement, ce que ça entraîne comme type de relation, c'est qu'on va être très, très proche des autres. Puis quand ça ne fera plus, on va être en rupture. Parce que tu es tellement proche que tu es facilement blessé. Hein, si j'ai absolument besoin de quelqu'un 24 heures par jour, 7 jours par semaine, cette personne-là va nécessairement me décevoir. Parce qu'il n'y a personne qui peut répondre à tous mes besoins. Il n'y a personne qui peut être agréable tout le temps pour moi. Et si je ne suis pas capable de juste prendre une distance quand l'autre est de mauvaise humeur, juste accepter que l'autre est de mauvaise humeur, ça ne veut pas dire qu'il me rejette ou des choses comme ça, bien, à un moment donné, ça va être tellement souffrant d'être près de l'autre que je vais devoir rompre parce que c'est le seul équilibre qui est trouvé. On voit la solitude et la relation, ce sont des dynamiques.
Il n'y a pas un état spécifique comme ça d'une personne qui, elle, n'est pas chanceuse, c'est pas de sa faute, elle y est pour rien, mais elle se retrouve toujours tout seule. C'est probablement pas de sa faute, mais quelque chose qui nous arrive toujours, en général, on y est pour quelque chose. Si vous êtes malchanceux dans quelque chose, là, prenons une relation amoureuse. Vous êtes bien malchanceuse, ça fait 3 fois que vous tombez amoureuse de quelqu'un qui n'est pas disponible, ou de quelqu'un qui vit dans une autre ville, ou de quelqu'un qui n'est pas intéressé à vous. Moi, je regarderais le dénominateur commun entre les 3 situations. Il y avait 3 partenaires, mais il y avait un dénominateur commun, puis c'était vous. Et je ne dis pas ça pour culpabiliser personne. Mais la pire des choses, c'est de tomber dans un sentiment d'impuissance, de dire « Ah, moi, j'y peux rien, je suis tellement malchanceuse. » Ou quelqu'un qui n'arrive pas à se faire d'amis, puis qui dit « Ben, moi, les gens ne sont pas gentils avec moi. » Mais il faut se poser cette question, qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas gentils avec moi? Est-ce qu'il se pourrait que quand j'approche quelqu'un, je me dise, lui, il est mieux d'être gentil? Parce que moi, d'habitude, le monde n'est pas gentil avec moi. Puis là, lui, je l'approche, puis il est mieux d'être gentil. Ça se pourrait que faisant cela, mon comportement non verbal et mon attitude fassent en sorte que l'autre n'a pas envie d'être gentil avec moi. On y est pour quelque chose dans toute la dynamique relationnelle. Quelqu'un qui n'est pas capable d'être seul peut développer, à l'extrême, là, peut développer une dépendance relationnelle. Et là, je veux vous dire quelques mots de ça parce qu'il y a une expression qui est surutilisée, selon moi, qui est la dépendance affective. Là, vous êtes en couple avec quelqu'un, puis vous lui demandez si dans 3 jours, vous pouvez vous voir, puis il dit « Ah, ben là, je pense que tu souffres de dépendance affective, je pense qu'il y a tort. » Bon, on a le droit quand même, quand on aime quelqu'un, d'essayer de savoir si on va se revoir un jour, puis de planifier la fin de semaine. Avoir envie de voir quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas de la dépendance. La dépendance, c'est quand on est dans une relation et qu'on a tellement besoin de cette relation-là que même si elle nous détruit, on y reste. Là, on est dans une dépendance. On voit ça le plus souvent dans des relations amoureuses, mais ça peut aussi arriver dans d'autres types de relations. Il y a certaines dynamiques familiales qui sont des dynamiques de dépendance. On dirait que les gens vont systématiquement se mettre la main sur le poêle brûlant. Dans les relations amoureuses, on voit aussi des gens qui se remettent constamment, soit dans le même type de relation, ou soit retournent toujours à la même relation, mais dans une relation qui leur fait mal. Ceci dit, l'amour, ce n'est pas un nuage blanc tout le temps, ce n'est pas parce qu'on a eu mal une fois que la relation est destructrice. Mais si une relation en vient à un point où on n'a plus d'estime de soi, la relation même fait en sorte qu'on ne s'estime plus, et que parce qu'on ne s'estime plus, on a de plus en plus besoin du regard de l'autre. Parce que si on n'a pas d'estime de nous-mêmes, là, se retrouver tout seul, c'est effrayant. Il faut avoir de l'estime de soi pour se retrouver seul, puis avoir un sentiment de bien-être. Et très souvent, l'autre est recherché comme une façon de nous confirmer qu'on existe, de nous confirmer qu'on est une bonne personne. Si on est vraiment dépendant de l'autre, dépendant des autres, la solitude va être accompagnée d'un sentiment de vide. Et ça, c'est assez effrayant. Il n'y a personne qui veut ressentir le vide. On veut tous se sentir assez quand même habités, puis bon. Mais ça, c'est possible. Ça tombe bien parce qu'on est capable de combler ce vide-là. On est capable même de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de vide. C'est sûr que
si on a eu des expériences passées traumatisantes au plan relationnel, si on a vécu des rejets quand on était en bas âge, si on a vécu des abandons, ça va être plus difficile de combler ce vide-là. Si on a eu dans son environnement, même récemment, des personnes qu'on dit maintenant être des personnes toxiques, hein, parce que parfois, si vous êtes avec un manipulateur ou un séducteur, ça se pourrait que vous tombiez dans certains pièges et que vous retombiez dans certains pièges et que vous retombiez dans les mêmes pièges avec la même personne. Ça peut arriver aussi. Donc, ça se pourrait que ce ne soit pas des événements très passés, mais des événements récents qui fassent en sorte que quand vous vous retrouvez tout seul, vous êtes ébranlé. D'ailleurs, ce qui est extrêmement important pour sortir de la solitude, c'est de ne pas compter sur une personne, mais sur un réseau. Si on n'a qu'une personne dans notre vie, le risque qu'elle nous déçoive est extrêmement élevé. Maintenant, pour avoir plusieurs personnes, il ne faut pas juste attendre que ça arrive. Il faut aussi créer ces relations-là. Et vous savez, la meilleure chose pour sortir de la solitude, c'est de passer à l'action. Et ça, il y a 2 choses que je dirais par rapport à ça. Passer à l'action dans une activité où il y a d'autres mondes, que ce soit du bénévolat, du sport, une activité artistique ou quoi que ce soit, pendant que vous allez faire quelque chose que vous aimez, vous allez être dans le meilleur de vous-même. Quand on est en train de faire quelque chose qu'on aime, on est beau et on est fin, n'est-ce pas? C'est quand on fait quoi qu'on haït, qu'on est de mauvaise humeur, puis que les autres disent « ben tu t'en entelles ». Mais tu sais, quand tu es en train de t'émerveiller, puis qu'en plus, l'autre à côté, il aime la même chose. C'est assez puissant pour créer des liens. D'autant que, autant on a envie d'être en relation, autant on peut avoir peur d'être en relation. Toutes sortes de relations d'ailleurs. Et si on est en train de faire quelque chose avec l'autre, disons que vous organisez un souper de Noël, ou une activité quelconque, puis vous faites des sandwichs, une gang de monde ensemble. Le fait de faire ça ensemble va faire en sorte que vous allez jaser de choses et d'autres, va faire en sorte que vous allez avoir un sentiment de lien. Vous oblige pas à être face à face, à avoir une conversation sur un thème. Il n'y a pas de cadre trop rigide. Ça va vous laisser plus libre et vous allez vous déployer de façon plus naturelle. C'est un élément extrêmement important que d'être capable de passer à l'action avec d'autres pour rencontrer d'autres qui ont les mêmes intérêts. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui est essentiel dans le fait de passer à l'action, c'est que l'estime de soi, là, ça ne vient pas devant le miroir. En tout cas, peut-être certaines personnes, rarement, les jeunes, là, derrière, ça ne dure pas longtemps d'habitude, puis ils sont plus critiques encore. L'estime de soi, ce n'est pas la liste de nos qualités et de nos défauts. L'estime de soi, c'est un sentiment qu'on a de réaliser quelque chose, de faire quelque chose, d'être efficace. Une fois qu'on a réalisé quelque chose, puis ce quelque chose-là n'a pas besoin d'être très, très grand. Là, hein? Ça peut être le ménage d'un tiroir. Hein? Une fois qu'on a fait ça, déjà, on a une petite confiance qu'on est capable de faire quelque chose. Il se pourrait bien qu'on entreprenne un plus grand projet parce qu'on se fait confiance. Donc, l'action est ce qui va amener à sortir de la mauvaise solitude, mais aussi à habiter la bonne solitude, pour reprendre mon image de bon et de mauvais cholestérol. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont plus de difficultés que d'autres? Vous savez, la principale, moi, ça fait un peu plus de 30 ans que je pratique la psychologie clinique, puis la principale cause de souffrance, je dirais, des gens,
c'est la peur de ce que les autres vont penser d'eux. Dans toutes sortes de relations. Alors, vous allez vers des gens, puis vous vous sentez comme si vous allez passer un examen. Ça peut faire en sorte que vous ne soyez pas à l'aise avec l'autre. Ça peut faire en sorte que l'autre n'ait pas accès au meilleur de vous-même. Ça peut faire en sorte que vous ne passiez pas un bon moment. Et si vous ne passez pas un bon moment, bien, vous n'aurez pas envie de revoir l'autre, puis il n'aura pas envie de vous revoir. La clé, et c'est peut-être ça la racine de vraiment être bien avec les autres, c'est de s'intéresser à l'autre. Je ne m'en vais pas passer un examen, je m'en vais voir c'est qui cette personne-là. Moi, je peux vous dire que j'ai connu du monde dans la vie, mais aussi comme clinicienne, j'ai connu beaucoup de gens de l'intérieur. Quand les gens nous font des confidences. En 30 ans, j'ai vu beaucoup de patients. J'en ai jamais vu 2 qui avaient la même histoire. C'est pas mal plus intéressant qu'à peu près n'importe quel roman que vous allez trouver à la librairie. Si vous vous intéressez à une autre personne, vous allez voir comment vous allez passer un bon moment. Et en plus, en bonus, elle va vous trouver intéressant. Parce que quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui s'intéresse à nous, on le trouve sympathique. On a envie de s'ouvrir, on lui fait... Et en plus, la confiance, ça a quelque chose de contagieux. Hein? Si on s'intéresse à quelqu'un et que cette personne-là s'ouvre, bien, ça va nous amener peut-être à nous ouvrir davantage et on va probablement arriver à créer ce que j'appelais tout à l'heure le 3e territoire. Et après un moment comme celui-là, quand vous retournez chez vous, il y a peu de chances que vous soyez malheureux d'être seul. Parce que vous allez sentir qu'il y a une partie de vous qui a vibré, que cette partie-là est capable de vibrer encore, que vous êtes capable d'entrer en relation, que vous pouvez être intéressant pour quelqu'un et qu'il y a du monde intéressant dans la vie. Puis il y en a du monde intéressant dans la vie. Chaque vie humaine a quelque chose de passionnant. La capacité de se mettre à la place de l'autre, l'empathie, c'est aussi quelque chose qui va faire en sorte que le contact va être plus intéressant et que la relation va se créer. Évidemment, si on établit un contact avec quelqu'un, puis qu'on est là pour lui démontrer qui on est, puis qu'on n'est pas à l'écoute de l'autre, bien, 1, c'est pas intéressant pour soi, puis 2, c'est pas intéressant pour l'autre aussi. Et vous savez, ce qui m'a le plus frappé, moi, dans ma pratique clinique, c'est une profonde injustice, mais contre laquelle on n'est pas complètement impuissant. L'injustice suivante, c'est que plus on a besoin d'amour, moins on risque d'en obtenir. Parce que si vous avez tellement besoin d'être aimé, puis que vous ne pensez qu'à ça, je veux absolument que tout le monde m'aime, ou je veux absolument que telle personne m'aime et m'aime beaucoup, c'est lourd à porter pour l'autre. Et ça, vous perdez de vue l'autre, et l'autre se sent absent. La probabilité de créer une bonne relation est moins élevée. Dans tous les styles d'attachement, d'ailleurs, il y a un style d'attachement, le style plus anxieux, où il y a vraiment cette dynamique où on voit ça chez les enfants qu'on ne peut pas laisser, qui sont toujours insécures, qui ont toujours peur que leur mère s'éloigne, qui pleurent dès qu'elle s'éloigne et tout ça. Ils n'ont pas la confiance qu'elle les aime même quand elle est loin. Ça se pourrait qu'en couple, ils appellent leur chum 4 fois par jour pour dire « m'aimes-tu encore? » Si je fais une transposition. Puis ça se pourrait qu'ils finissent par trouver ça fatigant. Quelqu'un qui a besoin aussi que l'autre vienne à sa rescousse tout le temps, besoin d'être pris en charge. Vous savez, dans les petits discours parfois, là,
Oh, j'aimerais tellement ça, rencontrer quelqu'un qui, juste être ensemble, puis qui ferait ci pour moi, puis qui ferait ça pour moi, puis qui ferait ça pour moi. Il y a une job, là, lui, sa description de tâche est faite. Bon. Ou, à l'inverse, des choses qu'on a vécues puis qu'on ne veut plus vivre. Hein, des blessures qu'on a eues, puis on dit là, la prochaine personne dans ma vie, ou les prochaines personnes, je ne veux plus jamais vivre ça. Et là, on arrive près de l'autre, puis on veut tellement scruter pour être sûr de ne plus jamais vivre ça, qu'effectivement, on risque de provoquer une réaction négative chez l'autre. Une autre chose que je trouve qui est injuste, mais sur laquelle on a un certain contrôle, c'est que quand on est très anxieux, on devient contrôlant. Hein? Si vous êtes anxieux, vous ne voulez pas qu'il y ait d'inconnus. Vous dites, moi, là, je vais prendre le contrôle de cette situation, il n'y aura pas d'inconnus. Moi, je vais décider qu'on fait ça, qu'on fait ça à telle heure, puis tout ça. Ça se pourrait que vous fassiez face à quelqu'un qui aime ça, être contrôlé. Mais en général, ça ne dure pas très longtemps. Fait que vous auriez avantage à trouver d'autres façons de gérer l'anxiété que d'exercer un contrôle sur l'autre. D'exercer un contrôle qui, parfois, n'est pas rien de grave. Hein? Ça peut être lui dire quoi faire, comment s'habiller, ou tourner en auto, baisser la vitesse, monter la vitesse, juste des petites choses comme ça. Mais quand ça fait 15 que vous dites en 2 heures, ça se pourrait que l'autre se sente contrôlé. J'amène toutes ces images-là parce que ce que je veux susciter, c'est une réflexion pour dire, si ça ne marche pas dans mes relations avec les autres, est-ce que c'est vraiment parce que je suis malchanceux, malchanceuse, ou est-ce que je ne pourrais pas regarder, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais sans m'en rendre compte, pas par mauvaise volonté, mais quelque chose qui ferait en sorte que je ne crée pas les relations que je voudrais créer. Donc, observer non seulement qui je suis, puis mon passé, puis oui, ça, mais observer la dynamique. Une question importante à se poser, c'est quoi les relations qui ont été bonnes dans ma vie? C'est quoi les moments de relations qui ont été bons? On apprend beaucoup des moments où ça s'est bien passé, puis essayons de voir si on ne peut pas reproduire ça. Maintenir le lien plutôt que de rompre est quelque chose d'important. Moi, souvent, j'ai entendu des gens dire « Écoute, moi, j'ai assez souffert à cause de ma mère, c'est fini, moi, ma mère, je lui parle plus, ou bon, ça, je romps. » Moi, je n'ai jamais conseillé ça à personne. On peut avoir eu des parents difficiles, on peut avoir besoin de prendre une certaine distance, mais quand on fait une rupture avec des relations aussi significatives que celle-là, ce qui est plus probable, c'est qu'on va y penser tout le temps. Ça va devenir obsédant. Ça va devenir omniprésent dans la pensée parce que ce n'est pas présent dans la relation. Ceci dit, parfois, il faut se protéger dans une relation. Il arrive parfois que des relations sont toxiques, nous font du tort, et il faut prendre une distance à ce moment-là. On est mieux, par exemple, de prendre 2 cafés par année avec quelqu'un que de rompre. Il n'y a pas de règle universelle, mais dans la plupart des cas, maintenir le lien tout en prenant une distance va faciliter le fait de guérir d'une relation qui a été difficile. Dans les relations d'amitié, c'est excessivement important dans la vie. On ne peut pas juste avoir des relations intenses dans la vie. Il nous faut différents types de relations. On a eu nos parents, ça c'était pas mal intense. Nos frères, nos sœurs, des fois. Nos relations amoureuses, pardon. Il faut que, tu sais, il y a quelque chose qui se passe, l'amitié. L'amitié, c'est moins intense. Mais ça va plus loin que ça. Nos collègues de travail, nos connaissances. On a besoin d'une variété de relations qui va faire en sorte qu'on va se sentir dans un réseau et une variété qui va faire en sorte aussi qu'il y a telle chose qu'on va faire avec telle personne. Ce ne sera pas la grande amie du siècle, mais avec elle, vous avez du plaisir à faire ça. Souvent, les gens ont tellement peur d'être rejetés qu'ils font du calcul. Ça fait 2 fois que je l'appelle, oh ben non, là, je ne la rappellerai pas, c'est à elle de m'appeler.
Écoutez, il y a des gens qui aiment ça appeler, puis d'autres qui aiment ça recevoir des téléphones. Moi, à votre place, je ne ferai pas de comptabilité là-dessus. C'est pas très... Mais au-delà de tout, travailler à développer une bonne solitude. Comment on fait ça? Premièrement, il faut se nourrir. Au même titre qu'on nourrit notre cœur, il faut nourrir notre pensée. On nourrit ça comment, notre pensée? On nourrit ça à partir de nos intérêts. Si vous n'avez pas d'intérêt, il y a un problème. Vous avez besoin d'aide sur le fait. Le manque d'intérêt, c'est un problème. Mais la plupart des gens ont plusieurs intérêts, mais ne les développent pas parce qu'on ne prend pas le temps, parce qu'on est en fuite par rapport à soi-même, parce qu'on se laisse habiter surtout des autres qui nous sollicitent plutôt que explorer ce qui nous intéresse. Je suis un drôle de parent, moi, je faisais pas partie des parents, moi, qui disaient, si tu commences le piano, il faut que tu finisses le piano. C'était pas ma règle, moi. Je me disais, si tu veux savoir, comment un enfant peut savoir s'il va aimer ça, le piano, s'il n'en fait pas? Mon rôle de parent, c'est d'exposer l'enfant à différentes choses. Évidemment, on s'entend qu'on ne les laisse pas toutes abandonner au bout de 2 fois, là, les laisser exposer suffisamment pour qu'ils ressentent qu'est-ce qui les intéresse, puis ensuite investir dans 1 ou 2 intérêts. Mais il en va de même pour nous, adultes. Est-ce qu'on sait vraiment tout ce qui nous intéresse? Est-ce qu'on a essayé différentes choses? Est-ce qu'on a exploré différentes choses? Parce que la pensée aussi doit se nourrir. Elle se nourrit de culture, d'art. Je trouvais ça beau. J'entrais ici, tous les dessins que vous avez. Vous allez juste dans le corridor, puis déjà, votre pensée est habitée de quelque chose de beau. Vous pensez à la personne qui a fait ce dessin-là, dans quel état d'esprit elle pouvait être, qu'est-ce qui vous rejoint là-dedans. Se nourrir émotivement. J'en parlais tout à l'heure, se nourrir de ses souvenirs, de ses bons et parfois de ses mauvais souvenirs. Oser prendre contact avec un souvenir qui était difficile, oser le pleurer, oser se fâcher. Vous savez, juste dans notre tête, là, si on se fâche contre quelqu'un, on peut même le battre juste dans notre tête. Ça n'aura aucune conséquence pour lui. Puis peut-être ça va nous faire du bien. Mais on est habité de quelque chose qui est vrai pour nous à ce moment-là. Résoudre des problèmes. La résolution de ce problème, ça peut se faire de différentes manières, mais la solitude est aussi un moment riche pour regarder un problème sous différents angles, pour s'imaginer le résoudre de telle manière, dire « Ah non, j'aimerais pas ça », s'imaginer de telle autre manière. L'imaginaire, c'est la grande richesse de l'être humain. Il faut être capable de l'exploiter. Notre créativité, on pense souvent que la créativité, ça, c'est les artistes qui ont ça. On est tous des créateurs. Parce que, vous savez, ce qui pouvait être informatisé l'a été. Puis votre ordinateur ne pourra pas tout faire. Si vous êtes arrivé chez vous ce soir et vous pensiez faire quelque chose, puis il manquait un ingrédient pour faire le souper, probablement que vous vous êtes débrouillé autrement. Ça s'appelle la créativité. On a tous la capacité de créer quelque chose, mais pour ça, il faut être inspiré. Et la solitude est un bon moment pour ça. La solitude peut être une solitude à faire quelque chose aussi, écrire. Ça, l'écriture, trop souvent, on pense que j'ai du talent ou j'ai pas de talent pour écrire. À partir du moment où on sait faire des lettres, on sait tous écrire. Et il y a certains auteurs qui parlent de ça, de la créativité qu'on peut renouveler en se laissant aller à écrire n'importe quoi qu'on va déchirer, que personne ne va voir. C'est ça qu'il faut se dire là, dès le départ. Là, parce que si vous écrivez pour le montrer à quelqu'un, là, ça risque d'être plus difficile. Un jour, vous écrirez un livre. Mais là, pour comment? Et seul en train d'écrire ce qui vous passe par la tête, ça m'étonnerait que vous ressentiez le vide. Et il pourrait même arriver que ce qui vous passe par la tête, c'est un problème, puis qu'en écrivant comme ça, vous arriviez à trouver une solution. La solitude pour ne pas se fuir,
Parce que la peur de ce qu'on ressent est une peur qui est non fondée. Ce que je ressens, c'est moi, il faut que je me permette de le ressentir. Toutefois, il y a une mise en garde ici, si ce que je ressens me met dans un tel état de détresse que je sens que je suis trop souffrant, je sens que je pourrais poser des gestes destructeurs, c'est le temps pour ne pas rester seul. Il faut avoir, et ça c'est très important, il faut avoir toute une variété de relations, mais il faut avoir un lieu où on sait qu'on irait si on était en détresse. Et je vais aller plus loin que ça. Il faut tous qu'on ait au moins une personne dans notre vie à qui on ferait des confidences dont on n'est pas fier. Les confidences dont on est fier, c'est on a tout quelqu'un à qui on peut raconter ça, puis tout ça. Mais la confidence des choses dont on est moins fier, celle-ci, elle est plus difficile à faire. Mais on a tous besoin de ça. Sinon, on risque d'être habité par un sentiment de honte, de penser qu'on est les seuls à avoir ce problème-là ou les seuls à avoir fait ça. Et parfois, ça peut aller jusqu'à consulter un professionnel parce qu'on est habité comme ça. Mais on peut aussi trouver des gens dans sa propre vie. Il faut donc alterner relation et solitude. Autant travailler sur la qualité de ses relations que travailler sur la qualité de sa solitude. Choisir les moments où on est seul pour réfléchir, pour se détendre, mais aussi pour avoir du plaisir. Finalement, se rassembler, s'unifier, être une seule personne, mettre ensemble les différentes parties de soi. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je fais? Quels sont mes projets? Quels sont les gens que j'aime? Quels sont les gens avec qui je veux développer des relations? Que tout ça soit harmonieux. Quand vous êtes tous, vous sentez que ça, il n'y a pas de contradiction là-dedans. En général, vous êtes heureux. Et ça, parfois, ça demande le temps d'y penser. Donc, autant on a besoin d'investir pour développer une bonne qualité de relation entre soi et les autres, on a besoin d'investir pour développer une bonne qualité de relation entre soi et soi. La solitude, c'est ça. Merci. C'était très, très intéressant de voir l'équilibre qu'on doit avoir entre la solitude et les relations, etc. J'avais envie de vous poser une question autour de l'hyperstimulation qu'on a actuellement dans les tentatives de relations à travers, par exemple, Internet, les Facebook et tout ça. On est constamment sollicité pour devenir un ami, être en lien, etc., etc. Comment on consolide ça avec... Est-ce que c'est une croissance de la solitude? Comment on le consolide avec nos conceptions interpersonnelles actuelles? C'est une très bonne question parce que c'est là pour rester, hein? Puis c'est très, très utile de pouvoir entrer en contact avec les gens via les médias sociaux, envoyer un texto, envoyer un courriel, être sur Facebook. Le gros problème, il y a deux problèmes que je vois par rapport à ça. Un, c'est quand ce type de communication-là remplace les vraies relations interpersonnelles. Et là, je ne parle pas juste de grandes relations importantes, profondes. Nous autres, les êtres humains, on a besoin de voir un autre être humain. Ça nous fait du bien de voir une personne, voir des yeux, un sourire. On a besoin de ça. Ça ne peut pas, 10 textos, ça ne fait pas une rencontre avec une personne. Maintenant, il est possible que la personne que je rencontre, puis que j'aime, puis qu'après m'envoie un texto, bien là, le texto, ça fait plaisir. Autrement dit, il n'y a pas... Mais c'est clair que si des gens s'isolent derrière l'ordinateur, derrière leur téléphone, là, il y a quelque chose de dramatique. Mais pour la très grande majorité des gens, le problème, c'est pas de s'isoler. C'est parfois de dire, bien, ça va être trop compliqué de téléphoner, ça va être trop compliqué de se voir. Je vais plutôt envoyer un courriel à tout le monde pour leur dire que je vais bien, inquiétez-vous pas. Sauf que je reste dans le vide, hein?
Puis, il faut faire attention à ça. La question qui se pose tout le temps, c'est est-ce que j'ai vu du monde, moi, aujourd'hui? Est-ce que j'ai vu du monde cette semaine? Est-ce que j'ai eu des moments où j'étais bien en présence d'une personne? Tous les textos, la fréquence à laquelle ça peut rentrer, les courriels, ça donne une illusion d'être partie d'un groupe. Mais c'est une illusion parce que la réalité, c'est que ces gens-là, on ne les voit pas. Donc, à partir du moment où c'est un outil pour aller vers les autres, tant mieux. À partir du moment où c'est un outil pour prendre une distance par rapport aux autres, là, c'est un problème. Puis, on le sait, la relation humaine, c'est exigeant. Fait que des fois, c'est tentant d'envoyer un texto plutôt que de téléphoner à quelqu'un, puis on va être obligé de s'expliquer sur pourquoi on ne l'a pas appelé cet après-midi, puis on l'appelle ce soir, puis tout ça. C'est exigeant. Bon, fait que des fois, il faut prendre ces exigences-là plutôt que de se retrouver de plus en plus isolé, puis de plus en plus en mal de nombre d'amis Facebook, puis de textos et tout ça. Justement, en parlant des autres, il arrive qu'on a des membres de la famille ou des gens autour de nous qu'on voit qui tranquillement s'isolent de plus en plus, de toutes sortes de façons, que ce soit justement juste en étant derrière son ordinateur ou en limitant le nombre de contacts. Je voudrais explorer avec vous, quand est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter, puis quand est-ce qu'on doit peut-être prendre l'initiative ou les devants pour aller à l'étape de plus? Ouais. C'est une très bonne question parce que c'est toute la différence entre quelqu'un qui se prend un moment pour être seul, pour jouer seul, pour écrire seul, et quelqu'un qu'on voit s'isoler. Quand on connaît quelqu'un, quand c'est un proche ou même moins proche, on voit qu'il y a un changement de comportement. Il y a un changement par rapport à son attitude habituelle. Si non seulement cette personne-là cherche à s'isoler, mais que quand on est en interaction avec elle, on sent qu'elle ne s'ouvre plus, qu'elle s'ouvre de moins en moins, qu'on la sent dans son non-verbal plus souffrante, moins à l'aise, il y a vraiment lieu de s'inquiéter à ce moment-là. Et là, le fait de respecter l'autre, parce que des fois, on dit, je respecte ça, il veut prendre la distance, il faut faire attention parce que c'est parfois, respecter l'autre, c'est le laisser s'enfuir. On ne veut pas ça non plus. On veut dire à l'autre, écoute, moi, je trouve que tu t'isoles, je trouve que tu n'as pas l'air bien de différentes manières, et moi, je ne te laisserai pas être mal. Je suis là. C'est ça aussi, ça dépend de la nature de la relation qu'on a avec la personne. Mais qu'on voit quelqu'un se démolir au niveau social, au niveau affectif, le respecter en le laissant faire, non. On doit intervenir, mais c'est surtout la règle, c'est est-ce que cette personne-là est en train de changer de comportement par rapport à ce que je connais d'elle. Évidemment, si c'est un enfant, si c'est un jeune adolescent et que, il découvre là, tous les médias, puis il est beaucoup là-dedans, ils sont beaucoup là-dedans. La question, c'est pas, il est combien de temps à son ordinateur? C'est plus une question de ratio. Il est combien de temps avec du monde par rapport au temps qu'il est avec son ordinateur? Est-ce qu'il va jouer au hockey, puis quand il revient, il est une demi-heure à l'ordinateur, la demi-heure n'est pas grave. Mais s'il fait que ça, puis qu'il ne voit pas d'amis, là, c'est plus grave. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure aussi du fait qu'il y a certains malaises antérieurs qui sont un peu la cause de soit les relations répétées difficiles ou la solitude qui s'installe et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aborder ça? D'abord, c'est une bien grande question. Oui, ça m'arrive des fois. Ça m'arrive des fois d'en poser des grandes. Écoutez, il y a des situations dans la vie qu'on n'arrive pas à surmonter par soi-même, et là, il faut aller chercher de l'aide. Vous savez, on sait à quel point maintenant, on connaît l'efficacité de la psychothérapie, c'est bien documenté par la recherche. On sait que la psychothérapie peut aider des gens à régler des blessures passées, mais le mythe selon lequel « je vais m'en aller là, je vais aller fouiller dans mon passé, je vais rester là des années de temps », il faut défaire ce mythe-là. Parce que le but, c'est que vous soyez mieux maintenant. Et ça, sur quoi on va travailler, c'est regarder, pas moi, là, je ne suis pas en train de dire, mais si vous allez consulter, là, ce sur quoi ça va porter sur votre bien-être actuel, mais des fois en dénouant tout le sens. Parce que vous savez, disons qu'on a été abandonné quand on avait 4 ans.
C'est une grande douleur avoir été abandonné à 4 ans ou avoir perçu qu'on était abandonné, parce que des fois, on ne l'a pas été, mais on a perçu ça comme ça. On a été hospitalisé ou des situations comme ça. Un jour, il faut réaliser que c'était grave parce qu'on avait 4 ans. Et que là, maintenant, on n'a plus 4 ans. On a une force qu'on n'avait pas à ce moment-là. Et c'est comme ça, c'est en prenant appui sur nos forces, qu'on va pouvoir résoudre nos blessures antérieures. Mais ce qu'il faut, c'est à tout coup essayer de regarder ce qui se passe actuellement en soi, le plus possible. Pas « je vais vivre ça de telle manière parce que j'ai toujours vécu ça de telle manière, donc ça va arriver comme ça ». Essayez d'être conscient que soi-même, on reproduit plutôt que de penser que c'est une espèce de destin qui fait que ça va toujours nous arriver. Mais il y a encore quand même des mythes et des craintes assez élevées à aller consulter, que ce soit en psychothérapie, en psychiatrie, en service social, à tous les niveaux. Il y a encore beaucoup de mythes autour de peut-être besoin d'un petit coup de main versus est-ce que je suis vraiment très malade ou des choses comme ça. Et certains groupes d'individus ont plus de difficultés que d'autres. On sait par exemple que les hommes consultent beaucoup moins que les femmes. Il y a quand même beaucoup de travail à faire autour de ça. Bien là, je vais parler aux hommes. Tiens. Je vais faire appel à votre esprit pratique, à votre esprit scientifique. Si vous avez un malaise, puis vous ne savez pas ce que vous avez, puis vous souffrez, allez donc voir une des personnes qu'on a énumérées. Allez donc demander à voir, que ce soit un psychologue, un psychiatre, un médecin, un travailleur social, allez voir quelqu'un qui va vous évaluer. Embarquez pas tout de suite dans vous n'allez pas vous faire traiter là. Vous allez juste voir quelqu'un qui va regarder avec vous, c'est quoi ce malaise-là, puis c'est quoi qui pourrait vous aider. De la même manière, pardonnez-moi l'analogie, mais si vous aviez un problème avec votre auto puis qu'il y a un bruit dans l'auto, allez-vous l'endurer jusqu'à ce que votre auto soit finie? Vous allez aller voir. Peut-être vous allez décider de changer ce morceau-là. Peut-être vous allez décider de ne pas le changer. C'est vous qui menez. Quand les gens ont peur d'aller consulter, souvent ce dont ils ont peur que l'autre prenne charge d'eux ou prenne le contrôle et décide du traitement. C'est vous qui décidez du traitement, que ce soit un traitement médical ou un traitement psychologique. Vous êtes la personne qui décide. Nous, notre rôle comme professionnels, c'est de vous éclairer suffisamment pour que vous puissiez prendre la décision de ce que vous allez faire. On a une question ici, on va peut-être entamer un petit peu les questions qui ont été posées du public, puis c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, les personnes âgées et la solitude, parce que c'est aussi des solitudes liées au réseau social qui s'éteint tranquillement ou qui se dissipe ou des distances qui se créent, qui sont aussi d'un tout autre ordre que ce qu'on observe peut-être à la vie adulte ou à l'enfance. Beaucoup de deuil chez les personnes âgées qui perdent leurs proches. Et c'est très triste quand une personne âgée n'a plus de réseau. Mais c'est une responsabilité collective. Puis peut-être qu'on pense souvent, des fois je suis allée dans des foyers pour personnes âgées, donner une conférence, puis tout ça. Puis là, je leur donnais des trucs pour ne pas être seule, puis je leur disais, entre autres, là, quand vos enfants viennent vous voir, dites-leur pas, je pensais que tu étais mort, tu sais, puis dites-leur pas. Non, mais c'est vrai, la personne âgée aussi, elle a la responsabilité d'être un peu agréable, là, si elle veut que les gens reviennent la voir. Et la personne aussi, elle doit, si on peut soit l'aider à voir, puis les gens peuvent être fatigués, ils n'ont pas nécessairement besoin d'être stimulés, d'avoir de la visite tout le temps, mais au moins de savoir que de temps en temps, elle va recevoir un coup de téléphone, elle va avoir une visite, tout ça, mais elle-même appeler aussi, pas attendre que le téléphone sonne. Certains animaux de compagnie vont faire en sorte aussi, si la personne peut, de créer une certaine présence, avoir
on peut enseigner à une personne âgée comment se servir de Skype. Tu sais, c'est pas si compliqué que ça, FaceTime, Skype, peut-être pour entrer en contact avec des gens. Donc oui, effectivement, la solitude des personnes âgées est quelque chose de souvent plus triste parce que la mobilité pour passer à l'action, quand je vous disais tout à l'heure, passer à l'action, faites des choses, bien quand on vieillit, on peut moins facilement passer à l'action, sauf si on habite dans un lieu où il y a d'autres personnes âgées. Il y a aussi une question de génération par rapport à ça. Il y a eu au Québec, on commence à entrer dans les générations où les gens avaient le temps de s'intéresser à d'autres mondes qu'à leur famille. Or, il y a actuellement des personnes âgées dont l'univers a été exclusivement leur famille, leurs enfants, et donc, là, à ce moment-là, ils n'ont que ce réseau-là. Alors, peut-être qu'on devrait tous se donner le mandat de commencer à préparer notre vieillesse en établissant de plus en plus de liens, parce que quand on va être plus vieux, il va falloir aussi nourrir notre espace psychologique de ces relations-là. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est avec quelqu'un et on se sent seul? Oui, bon. Et on peut se sentir seul avec quelqu'un parce qu'on a un problème de communication avec cette personne-là. On peut se sentir seul avec quelqu'un parce qu'on ne partage plus d'intérêt. La seule chose que je dirais par rapport à ça, c'est essayer d'ouvrir une communication sur quelque chose en acceptant à l'avance qu'on peut être avec quelqu'un et qu'on ne pourra pas communiquer sur tout. Il n'y a pas des gens à qui on va parler de tout nécessairement. Mais avec cette personne-là, creusons-nous la tête un peu. Qu'est-ce qui pourrait être un sujet qui nous relie ou qu'est-ce qui pourrait être une activité qui nous relie? Parce que peut-être qu'avec cette personne-là, ce n'est pas le verbal qui compte. Peut-être que le non-verbal va être un moyen de communication ou un jeu ou faire quelque chose en tout cas. Bien, sur ces bons conseils, on va vous dire un grand merci pour ce soir. On espère que vous pourrez revenir nous visiter aussi. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci.